Chronobiographie de Sri Aurobindo, 1872-1950. 1872, 15 août. Naissance de Sri Aurobindo à Calcutta. Il passe les premières années de sa vie à Rangpur, aujourd'hui au Bangladesh. 1877. À l'âge de 5 ans, il est envoyé au Loreto Convent School, une école anglaise à Darjeeling. C'est l'année de la proclamation de l'Empire des Indes. 1878, 21 février, naissance de la mère à Paris. 1879, il a à peine 7 ans et c'est le départ pour l'Angleterre. Ses parents l'emmènent ainsi que ses 2 frères aînés et les confient à un couple anglais. Les instructions de son père sont sévères. Il ne doit pas faire connaissance avec un Indien, ni subir aucune influence indienne. 1879-1884. Il passe 5 années à Manchester, où il apprend le latin, l'anglais, le français, l'histoire, la géographie et l'arithmétique. Il prend goût à la littérature anglaise et lit par lui-même Shakespeare, Keats, Shelley et la Bible. Il commence même à écrire des vers. 1884-1890. Le couple anglais émigre en Australie. Le mari confie les 3 frères à sa mère. La vieille dame emménage à Londres. Sri Aurobindo est admis au St. Paul's School, où l'on découvre sa connaissance du latin et ses aptitudes générales. On lui enseigne le grec et il est rapidement poussé dans les classes supérieures. Il apprend l'italien, l'allemand et un peu d'espagnol. Il écrit des vers en anglais, en grec et en latin, gagne de nombreux prix ainsi qu'une bourse pour le King's College de Cambridge. Malgré cette brillante scolarité, commence une période de grande souffrance et de privation. La vieille dame, ne pouvant plus vivre avec de tels athées, les abandonne à leur sort. Son père n'envoie presque plus d'argent d'Inde. Jeune adolescent, il ne mange pas à sa faim, n'a même pas de manteau pour le protéger des rigueurs de l'hiver, sans parler de chauffage. 1890-1892. King's College, Cambridge. Les 3 frères, malgré les difficultés de la vie, ne perdent ni leur humour, ni leur bon rapport avec leur père, tout en continuant de brillantes études. Sri Aurobindo écrit de la poésie et s'intéresse à l'activisme patriotique. Il veut libérer l'Inde de l'impérialisme anglais. 1892. Il réussit les épreuves du concours de l'Indian Civil Service, ICS, pour faire carrière dans l'administration de l'Empire des Indes, comme le souhaitait son père, mais ne se présente pas à l'épreuve équestre. Son père est très déçu, mais l'administration anglaise n'intéresse guère le jeune poète et patriote. 1893. Après 14 années passées en Angleterre, Sri Aurobindo embarque pour l'Inde à bord du Carthage. On annonce par erreur sa mort dans le naufrage d'un autre navire. Son père s'effondre et meurt la nuit même en répétant le nom de son fils. Sri Aurobindo arrive à Bombay le 6 février. Le 8, il intègre ses fonctions dans l'état de Baroda, gouverné par le Maharaja Gaekwar, qu'il avait embauché à Londres. Son activité politique démarre avec les articles qu'il écrit pour le Hindu Prakash de Bombay, exposant la futilité des buts et des méthodes poursuivies par le parti du Congrès de l'époque. Il étudie aussi les langues indiennes, le sanskrit, le bengali, le gujarati et le marathi. 1894. Il rend visite à sa famille au Bengale pour la première fois depuis son retour d'Angleterre, rédige des études critiques sur la littérature indienne, ses écrivains, ses poètes. 1897. Tout en continuant son travail au gouvernement, on lui demande de donner des cours de français à l'université de Baroda. Il a déjà publié un recueil de poésie
écrit des poèmes narratifs et traduit en anglais des milliers de vers de poésie épique sanskrite. 1898. Il est nommé professeur d'anglais à l'université de Baroda. 1900. Il continue son activité littéraire, mais prend contact avec des sociétés secrètes au Maharashtra et au Bengale. 1901. Il se marie avec Mrinalini Bose. Il a 29 ans. 1902. Une première organisation patriotique commence sous sa direction à Calcutta. Il rencontre d'autres activistes dans diverses régions de l'Inde et prend contact avec des officiers de l'armée indienne. Il veut unifier les efforts des différents leaders. 1904. C'est le début du yoga. En cette année, il écrit notamment Bhawani Mandir, un pamphlet révolutionnaire. 1905. Il devient vice-principal de l'université de Baroda. C'est l'année de la partition du Bengale. Il participe à un meeting de protestation contre cette partition et assiste à la session du parti du Congrès à Bénarès. 1906. À la veille de la réunion du parti du Congrès à Calcutta, il est le premier à demander publiquement pour l'Inde une autonomie totale, libre du contrôle britannique. Il organise dans ce but un parti nationaliste avec Tilak, un autre leader politique. Conformément, il demande un congé sans solde de Baroda pour participer à l'agitation politique au Bengale. Il devient l'éditeur du Bande Mataram, un quotidien de langue anglaise. Il veut réveiller la conscience politique de ses concitoyens et accepte de devenir le principal de la nouvelle université créée à Calcutta pour dispenser une éducation indienne. 1907. Il demande à son frère cadet d'organiser un centre révolutionnaire dans le jardin du Maniktala à Calcutta. Il publie dans le Bande Mataram une série d'articles sur la résistance passive ainsi qu'une pièce de théâtre sous forme de feuilleton, Percé le libérateur. Il rompt ses engagements envers l'État de Baroda. Il est arrêté pour la publication d'articles séditieux, mais les Anglais doivent l'acquitter faute de preuves. Il s'adresse à la foule rassemblée pour l'écouter à Nagpur. 1908. Il rencontre pour la première fois le yogi Lele. En méditant selon les recommandations de ce dernier, il atteint en 3 jours à la réalisation du Brahman silencieux et au silence mental complet. Mais il continue à s'adresser aux foules en revenant vers Calcutta et écrit dans le Bande Mataram. La position de l'Inde fait d'elle la clé de l'Asie. Le 2 mai, il est arrêté en même temps que 41 autres révolutionnaires en rapport avec ce que l'on a appelé l'affaire de la bombe d'Alipore. Sa vie en prison durera 1 année et sera jalonnée d'expériences spirituelles décisives. 1909. Le 6 mai, il est acquitté et commence à écrire sur la signification du nationalisme indien. Le 30 mai, il prononce un discours devenu historique à Uttarpara. Il lance l'hebdomadaire Karma Yogin et y publie une lettre ouverte à mes concitoyens. Peu après, il crée un autre hebdomadaire, Dharma, en langue bengali cette fois. 1910. Il apprend que la police, dans le dessein de l'arrêter, va fouiller le bureau de Karma Yogin. Il part brusquement pour Chandernagore, alors territoire français. Il y reste quelques jours, puis embarque sous une fausse identité sur un navire français pour Pondichéry, où il arrive le 4 avril. Enclave française, Pondichéry abrite déjà des révolutionnaires en exil. Ceux-ci accueillent Sri Aurobindo, arrivé en secret. Il restera isolé jusqu'en octobre. Mais la nouvelle de son départ est connue des autorités 1 semaine après,
et nombreux sont ses anciens compagnons qui souhaitent recevoir ses conseils politiques. Il leur répond que Sri Krishna se charge désormais de libérer l'Inde, que lui-même a mis un point final à toute activité politique. Chacun doit donc agir à travers un ancrage solide dans le yoga. Petit à petit, il est permis à certains visiteurs de le rencontrer. Il commence à faire différentes expériences sur le corps dans un but yogique. En octobre, il emménage comme locataire dans une maison de la rue Suffren. La vie y est assez difficile, les moyens de subsistance maigres. 1911. Il déménage à nouveau. Cette fois, il ira vivre dans une maison de la rue Saint-Louis. Les efforts de la police britannique pour l'arrêter ne faiblissent pas. Elle tente même de le kidnapper, mais le plan échoue. 1912. Les services secrets britanniques échafaudent un autre plan pour le capturer, à nouveau en vain. La vie matérielle reste très difficile pour lui, et les quelques amis qui l'ont rejoint, l'argent manque toujours. Il continue sans cesse son exploration yogique. Il y redécouvre le secret du Veda. 1913. La situation économique est si difficile qu'il est contraint d'abandonner la maison de la rue Saint-Louis et emménage dans une maison moins chère encore. Mais quelques mois plus tard, il reçoit un peu d'argent pour une traduction qu'il a faite et, en octobre, il s'installe au 41 rue François-Martin, où il vivra jusqu'en 1922. Les Anglais n'ont bien entendu pas relâché la pression sur les autorités françaises afin qu'elles livrent Sri Aurobindo, mais les tentatives successives échouent les unes après les autres. 1914. Le 29 mars, il rencontre pour la première fois celle qu'il appellera la mère. Le lendemain, elle écrira dans le journal intime qu'elle adresse chaque jour au divin: « Peu importe qu'il y ait des milliers d'êtres plongés dans la plus épaisse ignorance, celui que nous avons vu hier est sur terre. Sa présence suffit à prouver qu'un jour viendra où l'ombre sera transformée en lumière et où, effectivement, ton règne sera instauré sur la terre. » Le 15 août sort le premier exemplaire de la revue philosophique mensuelle Arya. Sri Aurobindo écrira la plupart de ses œuvres majeures dans les pages de l'Arya. 1918. Mort de sa femme, Mri Nalini. 1919. Les leaders nationalistes sortent de prison et veulent lancer un journal dont Sri Aurobindo serait l'éditeur. Ils souhaitent le voir reprendre la vie politique, mais il leur répète que l'indépendance de l'Inde est inéluctable, que ce qui le préoccupe est ce qu'elle fera de cette liberté. Très en avance sur son temps, il prépare l'avenir de la terre entière. 1920. Dans une lettre à son frère, il décrit son yoga supramental. Le 24 avril, la mère s'installe définitivement à Pondichéry. Avec son arrivée, la vie matérielle commence à prendre forme autour de Sri Aurobindo. 1921. Il arrête la publication de l'Arya. 1922. Sri Aurobindo et la mère vont vivre au 9 rue de la Marine. Avec le temps, plusieurs bâtiments alentours sont acquis et c'est cet immeuble de construction qui deviendra ce que nous connaissons aujourd'hui comme le bâtiment principal de l'ashram de Sri Aurobindo. 1923. Un visiteur remarque le changement spectaculaire du corps de Sri Aurobindo qui a acquis une couleur dorée. Plusieurs autres personnes qui l'avaient connu auparavant sont étonnées par cette lumière brillante qui émane de son corps. 1926. Le 24 novembre de cette année marque dans sa vie intérieure le point culminant d'une longue série d'ascensions de la conscience vers la conscience cosmique qui descend dans son corps. C'est en fait la descente de la conscience de Krishna,
la conscience surmentale, dans la matière physique. Elle prépare la descente du supramental et de son Ananda sur terre. Afin de consacrer tout son temps à la réalisation de la conscience supramentale sur la terre, Sri Aurobindo annonce qu'il se retire totalement. Il confie tous ses disciples à la mer. On peut considérer ce 24 novembre comme le jour de la fondation de l'ashram. Le terme d'ashram est à prendre au sens védique comme la demeure du maître où l'on reçoit les aspirants pour leur donner la connaissance et les préparer à la vie. 1928. Sri Aurobindo sort une première fois de sa retraite pour recevoir le poète Rabindranath Tagore. Ce dernier reconnaît en lui l'antique voyant védique et lui rend hommage. 1929. Sri Aurobindo s'installe dans la chambre que l'on visite encore aujourd'hui. 1930-1937. Malgré sa retraite, les disciples écrivent à Sri Aurobindo et il entretient une volumineuse correspondance qui lui prend plusieurs heures par jour. Des sélections de ses lettres sont alors publiées ainsi que les nouveaux poèmes qu'il écrit. 1938. Le 24 novembre, alors qu'il marche en concentration, Sri Aurobindo tombe et se fracture la jambe gauche. C'est un tournant dans la vie de l'ashram. Sri Aurobindo, immobilisé, en profite pour réviser ses œuvres majeures qui avaient paru dans l'Arya. Il fait également différentes expériences en poésie. 1939-1945. Dès le début de la guerre, Sri Aurobindo perçoit que l'axe du pouvoir représenté par Hitler, Mussolini et le Japon est un grand danger pour la civilisation humaine. Si cet axe n'était pas vaincu, il fermerait la porte au progrès de l'humanité. Malgré sa longue lutte contre le pouvoir britannique, il prend publiquement position pour les Alliés. La mère et lui suivent les développements de la guerre jour après jour et mettent en œuvre toutes leurs forces yogiques pour aider à la victoire des forces divines contre les forces démoniaques. 1942. Sir Stafford Cripps ayant fait une proposition dans ce sens, Sri Aurobindo annonce qu'il la soutient et envoie un émissaire au parti du Congrès en lui demandant de l'accepter. Malheureusement, les leaders du Congrès en décident autrement. Ils le regretteront amèrement. 1947. Le gouvernement français dépêche Maurice Schumann en Inde afin de discuter les termes du retrait français. Sri Aurobindo sort de sa retraite pour la deuxième fois afin de le recevoir. Maurice Schumann lui propose, de la part du gouvernement français, d'être le recteur d'une nouvelle université, ce qu'il accepte. Grâce à l'autorité morale de Sri Aurobindo, la balance diplomatique penche du côté de la France, et l'Inde lui permet ainsi de garder des liens privilégiés avec Pondichéry jusqu'à ce jour. Maurice Schumann, quant à lui, gardera un souvenir impérissable de la lumière qu'il a vue et, jusqu'à la fin de sa vie, enseignera la vie divine de Sri Aurobindo à l'université de Lille. Le 15 août, jour de son 75e anniversaire, l'Inde accède à l'indépendance. Sri Aurobindo accepte cette coïncidence comme la consécration et le sceau de la force divine qui guide. Mais pas dans le travail par lequel j'ai commencé ma vie. 1950, le 5 décembre, Sri Aurobindo quitte son corps physique. C'est la mère qui continue son œuvre. Avant son départ, il a travaillé sans relâche pour réviser et terminer d'écrire son poème épique Savitri. Il y transforme une vieille légende indienne en un symbole de la quête humaine de l'immortalité. La grâce divine conquiert la mort pour le genre humain. Savitri est une révélation pour le nouvel âge de l'esprit qui vient au monde.